Courtney Stoffer est une jeune femme de 21 ans faisant partie du mouvement hippie. En 2012, elle vient d'emménager avec son petit ami, mais malheureusement, à cause d'une fête qui se passait chez eux, son petit ami va être emmené par la police. Le soir de l'arrestation, Courtney va décider de sortir avec des amis, mais elle était en colère et elle va se disputer avec pas mal de personnes ce soir-là. Le lendemain, elle sera tout simplement portée disparue. Pour tout savoir sur la triste et très mystérieuse histoire de Courtney Stoffer, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle histoire américaine qui est très mystérieuse et qui m'a énormément touchée. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous rappeler qu'il y a un compte Utip qui existe pour la chaîne. Donc si vous voulez soutenir la chaîne en faisant un petit don, si vous le pouvez, si vous êtes majeur, vous pouvez cliquer sur le petit lien qui va s'afficher quelque part sur la vidéo ou je mets le lien aussi en description. Donc voilà, c'est vraiment si vous en avez envie, mais je voulais le rappeler. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et maintenant que tout ça est dit, lançons-nous dans cette vidéo. Courtney Sierra Stoffer est née le 24 avril 1991 et a grandi avec ses parents Scott et Wendy Stoffer dans une famille nombreuse dans une ferme de 10 acres aux États-Unis dans l'état de Pennsylvanie, dans la ville de Harrisburg. Dans cette ferme où toute la famille vivait, il y avait pas mal d'animaux et très jeune, Courtney va se rendre compte qu'elle a une vraie passion pour les animaux et donc dès ses 8 ans, elle va commencer à monter à cheval, à s'occuper des chèvres et elle va même avoir son propre petit chien. Malheureusement, j'ai pas de photo du chien, j'aurais bien aimé en trouver une, mais en tout cas, on sait qu'il s'appelait Sheba. En grandissant, Courtney est devenue une jeune femme très confiante, mais surtout une vraie artiste. Elle était très douée pour la musique et aimait chanter, danser et être un peu au centre de l'attention. À l'âge de 20 ans, Courtney avait décidé de suivre le mouvement hippie. C'était donc en 2012, donc on était loin de l'âge d'or du mouvement, mais malgré tout, elle aimait les valeurs et avait donc décidé de les adopter. D'ailleurs, sa famille n'était pas contre, surtout que depuis que Courtney avait fait ce choix, elle semblait bien plus en paix avec elle-même. À ce moment-là, Courtney s'est fait quelques tatouages, elle a commencé à changer de style vestimentaire, elle portait beaucoup de foulards, de longues robes et elle a aussi commencé à se faire de nouveaux amis qui étaient un peu dans la même tendance qu'elle. Et puis, à l'âge de 20 ans, elle va rencontrer Bradley R, qui va être son premier petit ami et vraiment ça va devenir l'amour de sa vie, ça va être très très intense. D'ailleurs, la maman de Courtney a expliqué qu'elle n'avait jamais vu sa fille comme ça, elle était tellement amoureuse, c'était son premier amour et les deux étaient très très fusionnels. Ça n'a donc pas été très surprenant lorsque 9 mois plus tard, le couple a décidé d'emménager ensemble dans un appartement au 2e étage du bloc 800 à West Main Street, au centre-ville de Palmyra, à quelques minutes de la ville où vivait sa famille. Courtney était très heureuse d'emménager avec son amoureux, elle était sur le point d'avoir 21 ans et d'ailleurs au même moment, elle venait de changer de travail. En fait, Courtney avait fait le choix de ne pas aller étudier à l'université et elle avait donc décidé de se lancer directement après le lycée dans la vie active. Elle a alors eu un poste dans un salon de coiffure, je ne sais pas si elle était coiffeuse ou si c'était un autre poste, parce que j'ai pas lu qu'elle avait eu une formation de coiffeuse, mais en tout cas elle travaillait dans un salon de coiffure. Mais voilà, au moment des faits, elle avait changé de boulot et à ce moment-là, elle travaillait comme toiletteuse pour chiens. Vraiment, Courtney avait un énorme amour des chiens, elle avait son chien, elle passait la journée avec des chiens. Elle adorait ça. Bon, maintenant qu'on connaît un peu mieux Courtney, plongeons-nous dans la journée du 28 juillet 2012. Ce jour-là, Courtney et Bradley avaient organisé une fête à leur domicile avec pas mal de leurs amis. Mais en plein milieu de la fête, il était pas tard, il devait être 21 h, un voisin a appelé la police et donc la soirée a dû se terminer. En fait, lorsque la police est arrivée à la fête, ils ont demandé qui étaient les organisateurs et évidemment, Courtney et Bradley se sont manifestés en disant que c'était eux. Ils vont alors vérifier leur identité et leur antécédent et ils vont se rendre compte que Bradley était en fait en période de probation. C'était pour des faits d'alcoolisme mineur, mais en organisant cette fête, il venait de violer les termes de sa libération conditionnelle. Les policiers ont donc signifié à Bradley qu'il était alcoolisé, qu'il venait d'organiser une fête, qu'ils étaient là et
donc il n'avait pas d'autre choix que de l'arrêter et Bradley a été mis en détention provisoire pour attendre un nouveau jugement. Évidemment, Courtney était assez choquée et bouleversée et elle a donc décidé d'appeler sa maman à 21h54 ce soir-là. Les deux vont alors discuter et Courtney va dire à sa maman que Bradley était en probation pour une période de 4 ans. Donc pendant 4 ans, il pouvait être en liberté à condition qu'il ne viole pas les termes justement de sa probation. Mais là, elle se disait, comme il est de nouveau en prison, il va sans doute être condamné à 4 ans de prison. Donc là, Courtney était vraiment pas bien et sa maman essayait de la rassurer comme elle pouvait. Et puis finalement, Courtney va prendre la décision de sortir avec des amis pour se changer les idées. Après avoir accroché avec sa maman, elle va alors téléphoner à l'un de ses amis qui s'appelle Cody Pruitt et qui était d'ailleurs un peu plus âgé qu'elle car il avait 29 ans. Et je vous rappelle que Courtney, elle n'en avait que 21 à ce moment-là. Mais bon, Courtney savait que Cody était un bon ami qui pouvait l'aider à relativiser, donc elle l'a appelé et tous les deux ont été boire un verre ensemble. À un moment donné dans la soirée, ils se sont fait rejoindre par un ami de Cody, un certain Milton Rodriguez, et ensemble ils ont pris la voiture de Milton pour se rendre dans un autre bar appelé le Hardware, qui se trouve au centre-ville de Harrisburg, donc la ville où Courtney a grandi et où sa famille habite toujours. Pendant que les trois amis sont au bar et discutent, Cody lui va se rendre compte que Courtney est toujours très en colère et d'ailleurs à un moment donné elle va se disputer avec un homme qui était présent dans le bar avec sa petite amie. De ce qu'on sait, elle aurait reconnu l'homme comme étant un trafiquant de drogue local et elle l'aurait accusé d'être rentré récemment chez elle par effraction et de lui avoir volé de l'argent. On comprend par là que Courtney consommait de la drogue, mais je sais pas exactement laquelle ou lesquelles, mais en tout cas elle était dans ce milieu-là. Dans tous les cas, après que Courtney se soit énervée sur cet homme, elle a été expulsée du bar et une fois dehors, toute seule, elle a envoyé un SMS à son ami Cody et à Milton pour qu'il la ramène chez elle. Parce que du coup, je précise qu'elle avait pris sa voiture pour aller au premier bar avec Cody, mais qu'ensuite c'était avec la voiture de Milton qu'ils avaient été dans l'autre bar, donc elle était vraiment toute seule et elle avait aucun moyen de se déplacer. Cody a alors pris la voiture de Milton, Milton lui est resté tout seul dans le bar et Cody a pris Courtney avec lui et il a voulu la raccompagner jusque chez elle. Mais voilà, arrivé près du bar où elle avait garé sa voiture, Courtney va dire écoute, ma voiture est juste là, tu peux me déposer ici, je vais rentrer chez moi toute seule. Cody a accepté, mais bon, il était quand même assez inquiet qu'elle prenne le volant toute seule alors qu'elle avait bu pas mal d'alcool. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a regardé Courtney de loin aller dans sa voiture, puis il l'a suivie jusque chez elle pour être sûr qu'elle fasse pas d'accident. Il est alors à peu près 3h du matin et Courtney arrive chez elle et elle sort de sa voiture, mais en voulant rentrer chez elle, elle va tomber face à plusieurs de ses voisins qui étaient justement devant le bâtiment. Vous imaginez bien, Courtney là elle est énervée parce que son petit ami a été emmené par la police et pourquoi? C'est parce qu'un voisin a appelé la police. Donc là, elle se retrouve devant un groupe de ses voisins, évidemment, elle va s'énerver. Elle va en fait s'énerver avec un homme dont on ne connaît pas le nom, mais qui a 44 ans. C'était pas son voisin directement dans le bloc d'appartement, mais à une maison à côté. Et c'est lui qu'elle va vraiment prendre en grippe et elle va dire « c'est vous, c'est sûr, c'est vous qui avez appelé la police ». La dispute va vraiment très vite évoluer et les deux vont même commencer à se battre. Mais voilà, à un moment donné, pendant une accalmie, ce voisin en question va décider d'appeler la police pour expliquer la situation et le policier au téléphone s'est énervé et a dit que s'il venait sur place ou s'il était rappelé, quelqu'un irait en prison. Donc ça a un petit peu calmé tout le monde, personne voulait vraiment finir sa nuit en prison, donc Courtney a décidé de monter chez elle. Cody, qui je vous le rappelle avait suivi Courtney en voiture jusque chez elle pour vérifier que tout aille bien, avait assisté à l'altercation et il était donc monté avec Courtney à l'intérieur de son appartement. Sur place, il a essayé de parler à Courtney, de la calmer, mais bon, ça semblait pas marcher énormément. Ça n'a en fait strictement rien changé parce que Courtney était dans un état de colère immense, elle criait toute seule, hurlait même et frappait le sol avec ses pieds. Ça faisait d'ailleurs tellement de bruit que son voisin du dessous s'est inquiété, il comprenait pas trop ce qui se passait et il a décidé d'appeler la police à ce moment-là. Donc la police énervée s'est dit « ok, c'est trop, cette fois-ci on va se déplacer » et à ce moment-là il était 4h du matin. Dans le rapport de police, il est écrit que lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux, tout était calme. Ils ont alors fait le tour du bâtiment, essayé d'entrer mais il n'y avait rien à signaler. Alors les policiers ont décidé de repartir. Le lendemain matin, nous sommes donc le jeudi 29 juillet, Courtney devait se rendre à la foire du comté de Lebanon avec son frère Ryan. Aller à cette foire était vraiment une vraie tradition pour eux. D'ailleurs, quand ils étaient petits, ils avaient l'habitude d'y montrer leurs animaux, mais récemment, ils y allaient juste tous les deux pour profiter et passer du temps ensemble.
Ce matin-là, Ryan s'est donc rendu à la foire de son côté, il avait rendez-vous avec sa sœur, il a attendu, il a essayé de lui téléphoner, lui envoyer des messages, mais Courtney n'a jamais répondu et au bout de quelques heures, eh bien, il est rentré chez lui. Il a alors expliqué à leur mère, Wendy, que Courtney n'était jamais venue le rejoindre. Évidemment, ça a un petit peu inquiété leur maman qui a décidé de se rendre à l'appartement de sa fille pour être sûre que tout allait bien. Elle a alors conduit jusque-là et en arrivant dans le parking de l'appartement, elle va voir que la voiture de Courtney était toujours garée là. Par contre, elle va se rendre compte que toutes les vitres de la voiture étaient totalement baissées, ce qui était quand même très étrange. C'était pas du tout prudent, c'était pas du genre de Courtney de faire ça. Et donc, sa maman a trouvé ça un petit peu étrange. Mais bon, Wendy a décidé de ne pas vraiment y faire attention et elle est montée jusqu'à l'appartement de sa fille. Elle a alors toqué à la porte, mais personne ne répondait et quand elle a essayé d'ouvrir, elle s'est rendue compte que la porte était déverrouillée, donc elle est rentrée. Arrivée dans l'appartement, elle s'est fait accueillir par Sheba, le chien de sa fille, mais c'était bizarre parce qu'il y avait juste le chien, sa fille n'était pas là et elle s'est rendue compte que le chien avait fait ses besoins sur le sol de l'appartement. Et ça, c'était quand même très étrange parce que le chien était très propre, très bien éduqué et Courtney était toujours là pour le sortir plusieurs fois par jour. Le fait qu'il fasse ses besoins à l'intérieur, c'était vraiment bizarre. À partir de ce moment-là, Wendy a commencé à se sentir mal et à avoir un très mauvais pressentiment. Elle va se rendre compte que la clim et la télévision étaient allumées, mais qu'il y avait aussi les clés, le sac à main, le téléphone et les chaussures de sa fille qui étaient là dans le salon. Wendy a alors pris le téléphone de sa fille en se disant que peut-être il y aurait des réponses, peut-être qu'elle verrait des SMS qui diraient où est sa fille. Mais ça l'a encore plus inquiétée parce qu'elle a vu qu'elle avait 18 appels manqués, ce qui est quand même énorme et ce qui n'arrive pas très souvent. À cette époque, les parents de Courtney étaient divorcés, mais malgré tout, voyant que quelque chose n'allait pas, Wendy va appeler Scott, donc son ex-mari, pour lui expliquer toute la situation. Au final, toute la famille a été prévenue et ils se sont tous rendus à l'appartement de Courtney. Ils ont ensuite tous ensemble réfléchi à quoi faire et ils se sont dit bon, on va garder notre calme et on va simplement appeler une grosse partie des amis et connaissances de Courtney pour savoir si peut-être ils l'ont vue. Ils vont appeler pas mal de personnes, même ses meilleurs amis, mais personne n'avait eu de ses nouvelles, personne ne savait où elle était, donc ça devenait de plus en plus inquiétant. Ils ont finalement contacté Cody qui leur dira avoir bel et bien passé la soirée avec Courtney la veille et il leur expliquera d'ailleurs tout ce que je vous ai dit jusqu'ici. Il leur expliquera aussi la suite des événements, il leur dira qu'une fois que Courtney avait terminé sa crise de nerfs, il avait réussi à la calmer et ensemble ils avaient encore discuté un petit peu puis ils s'étaient tous les deux endormis dans l'appartement. Le lendemain matin, soit quelques heures plus tard, Cody expliquera s'être réveillé en sursaut parce qu'il avait avec lui la voiture de Milton et que donc il lui avait pas rendu la veille au soir. À ce moment-là, il s'est rendu compte que Courtney n'était pas dans l'appartement mais il était comme un peu en panique pour la voiture et donc il est vite parti de l'appartement pour aller à la station essence à côté parce qu'il n'y avait pas de téléphone portable sur lui et il cherchait un téléphone fixe pour pouvoir appeler Milton. Sur place, il a réussi à contacter Milton, ils se sont arrangés pour la voiture et après ça, il s'est dit je vais quand même essayer d'appeler Courtney pour savoir comment elle va, mais elle n'a pas répondu à son téléphone. Je trouve ça un peu bizarre qu'il ait essayé de l'appeler parce que s'il était chez elle, il a dû voir que son téléphone était sur la table de la cuisine. Mais bon, je me dis aussi, s'il est parti un peu paniqué, peut-être qu'il n'a pas forcément fait attention. Mais bon, une chose est sûre, c'est que Cody est la dernière personne à avoir vu Courtney en vie, et s'il dit vrai, eh bien il n'en sait pas plus que ça au final. Le lendemain, soit le vendredi 30 juillet, la famille s'est rendue à la police pour y déposer un rapport de personnes disparues. Heureusement, la police va prendre l'affaire très au sérieux directement et ils vont même demander de l'aide au bureau du procureur du comté de Libanon car il disposait de beaucoup plus de ressources pour des cas comme celui-ci. Des enquêteurs se sont alors rendus dans l'appartement de Courtney et se sont alors lancés à la recherche de signes qui auraient pu sous-entendre qu'il y aurait eu une lutte ou une bagarre dans l'appartement. Malheureusement, rien ne sera retrouvé, mais ils ont quand même décidé de protéger l'appartement et le classer comme étant une scène de crime. Donc là, on est au tout début de l'enquête et les enquêteurs voient déjà ces disparitions comme un potentiel crime, un potentiel meurtre. En plusieurs jours, l'appartement a été fouillé encore et encore par différents services de police, par plusieurs chiens, mais rien n'a été retrouvé. De leur côté, les parents ont aussi fait un petit peu leur petite recherche et ils ont décidé d'aller voir la police et de leur parler de ce voisin de 44 ans avec qui Courtney s'était disputée le soir de sa disparition. En fait, Scott, donc le papa de Courtney, avait tenté de lui poser des questions lorsqu'il avait justement appris qu'il avait eu une altercation avec sa fille, mais l'homme avait refusé de répondre. Donc là, il faut quand même imaginer qu'un père vient demander à un homme
de lui donner plus d'informations. Sa fille a disparu, il est en souffrance, il la recherche et cet homme ne veut pas répondre. Il dit juste « j'ai rien vu, j'ai rien entendu, j'avais une bonne entente avec votre fille, il n'y a rien eu du tout, donc laissez-moi tranquille ». Donc là quand même, ça le rend un petit peu suspect. D'ailleurs, la mère de Courtney va se rappeler qu'une semaine avant la disparition de sa fille, elle se rappelle que Courtney l'avait appelée et qu'elle lui avait dit qu'un de ses voisins la filmait en cachette. La police va alors se dire « Ok, les voisins sont très suspects, il y a peut-être un problème là-dedans », donc ils ont contacté le propriétaire du bloc d'appartements. Le propriétaire de son côté dira que récemment, il avait reçu un appel venant d'un de ses locataires qui le menaçait d'appeler la police s'il ne virait pas Courtney sur le champ. En soi, à la base, c'était rien de très grave, c'était juste des problèmes, des mésententes entre voisins. En fait, je me dis que les voisins un peu plus âgés devaient être dérangés par le comportement de Courtney. Par exemple, par le fait qu'elle buvait beaucoup, organisait des soirées et surtout par le fait qu'elle consommait des drogues. Elle s'était d'ailleurs disputée au bar avec un dealer qu'elle suspectait d'être rentré par effraction chez elle, donc je me dis que peut-être ses voisins ne se sentaient pas en sécurité et se disaient s'il y a des gens bizarres qui vont chez cette fille, ils peuvent venir nous cambrioler. Donc d'un côté, je les comprends qui pouvaient être inquiets et qui pouvaient avoir envie qu'elle parte du bloc d'appartements. Quand je dis ça, j'ai pas du tout envie de dire que Courtney était une voisine ingrate, une fille dans la drogue et l'alcool, avec une mauvaise réputation. Je dis pas ça, j'essaye pas de salir ce qu'elle était, je dis simplement que c'est sûr qu'il y a une différence entre quelqu'un de 21 ans, hippie, qui veut s'amuser, qui fait des fêtes, et des voisins plus âgés, plus posés, qui ont peut-être des enfants. Je comprends pourquoi il y a pu avoir des litiges, mais voilà, tout le monde est un peu responsable de tout ça, disons. Donc au final, on comprend pourquoi les voisins auraient appelé la police au moment où Courtney faisait une fête. Peut-être qu'ils en avaient marre, ou peut-être tout simplement qu'ils savaient que son petit copain était en probation et qu'ils voulaient le coincer, que leur but était vraiment d'embêter Courtney et son copain. Pour ce qui est aussi du voisin qui filmait Courtney, peut-être aussi qu'il la filmait dans le but de récolter des preuves, comme pour montrer au propriétaire ou même à la police que effectivement Courtney buvait beaucoup, faisait beaucoup de fêtes. Peut-être que c'était juste pour avoir des preuves, entre guillemets. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes un peu comme ça, des personnes qui veulent juste embêter leurs voisins, donc c'est une possibilité. C'est pas sûr, mais ça reste la chose la plus logique selon moi. Donc au début c'était un litige entre voisins, mais là la police se dit peut-être que l'un d'entre eux est devenu fou et a voulu faire du mal à Courtney. Le voisin le plus suspect dans l'histoire va être celui de 44 ans qui s'est justement battu avec Courtney le soir de sa disparition. Les enquêteurs vont alors avoir un mandat pour fouiller sa maison, sa voiture ainsi que ses ordures. Dans les poubelles, les policiers trouveront simplement des débris qui venaient de la rénovation de sa maison, rien de plus, rien de moins. De plus, dans sa maison, ils ne trouveront rien de suspect, dans sa voiture, rien de suspect non plus. Donc là, les enquêteurs vont se dire, peut-être qu'on fait fausse route, peut-être que ce type-là n'a rien à se reprocher. Après ça, il y a eu diverses recherches, la famille de Courtney a affiché des flyers un peu partout dans la ville. Ils ont même cotisé pour offrir une récompense de 5 000 $ à la personne qui saurait apporter plus d'informations. Et par la suite, la famille a organisé une veillée au poste de police pour Courtney et ils ont fabriqué des t-shirts. Malheureusement, après ça, les mois et les années vont passer sans que plus rien n'évolue. Si vous vous demandez ce qu'il en est de Bradley, le petit ami de Courtney, pendant tout ça, pendant tout le moment de la disparition, des recherches, etc., il était en prison. La police a tenté de lui poser plusieurs questions au cas où il saurait à peu près ce qui s'est passé. On sait que c'est pas lui parce qu'il a un très bon alibi, il était en cellule, mais peut-être qu'il connaît quelqu'un qui aurait pu en vouloir à Courtney, etc., etc. Mais le problème, c'est que Bradley n'a pas voulu répondre aux policiers. Il y a deux possibilités. La première, c'est que Bradley était aussi un peu dans le mouvement hippie, un peu contestataire, et donc peut-être tout simplement qu'il faisait pas confiance à la police et que si c'était même pour sauver sa petite amie, pour essayer de la retrouver ou pour résoudre cette affaire, il ne voulait pas collaborer avec eux. Une autre hypothèse serait qu'il en savait un peu plus mais qu'il n'a rien voulu dire. C'est une possibilité aussi, mais malheureusement, on ne le saura jamais parce qu'il n'a jamais parlé. J'ai essayé de trouver un peu plus d'informations sur lui. Je sais qu'il est resté que quelques jours en prison après son arrestation et qu'après il a été libéré, donc il n'est pas du tout resté 4 ans comme on le pensait. Et pour ce qui est d'aujourd'hui, j'ai pas trouvé d'informations. Je pense avoir trouvé son compte Instagram, que je ne vais pas publier évidemment, mais je pense qu'il est devenu musicien et qu'il vit une vie totalement normale. Donc pour ce qui est de Bradley, je pense qu'il n'y a rien de plus à vous expliquer. Par contre, dans cette histoire, je trouve que Cody et Milton s'en sont quand même assez bien sortis parce que la police n'a pas non plus trop
trop enquêter sur eux. Pour ce qui est de Cody, son histoire est toujours restée la même et n'a pas vraiment eu de comportement étrange. Disons qu'on n'a pas trouvé de mobile pour lequel il aurait pu s'en prendre à Courtney et en plus de tout ce qu'il a dit, tout collait, tout a été vérifié, donc on dirait qu'il dit bien la vérité. On sait qu'il s'est bel et bien rendu à la station-service le matin de la disparition, on le voit même sur les caméras de surveillance, on sait qu'il a téléphoné à Milton, on sait qu'il a bel et bien essayé de joindre Courtney, donc comme je vous l'ai dit, tout colle. Et la police ne savait pas quoi faire de plus, donc ils l'ont laissé tranquille. Par contre, pas mal de personnes se disent encore aujourd'hui que peut-être Cody en saurait un peu plus que ce qu'il ne laisse prétendre. D'ailleurs, selon la famille, il serait possible que la personne qui s'en soit pris à leur fille soit en fait Milton. Selon eux, lorsqu'ils avaient discuté avec lui, Milton avait eu des réponses un peu courtes et vagues concernant la nuit de la disparition. Depuis cet échange que la famille avait eu avec lui, ils ont toujours gardé des doutes à son encontre. Mais bon, la police a quand même fait une enquête sur lui, ils ont fouillé sa maison, sa voiture, ses ordures, ils n'ont rien trouvé non plus. Donc les enquêteurs ont fini par dire que sans doute ils étaient innocents et d'ailleurs et évidemment Cody et Milton se disent innocents. Par contre j'ai aussi retrouvé leur compte Facebook et quand même leur compte Facebook est un peu bizarre. En gros quand je suis remontée un petit peu dans les vieilles photos, je sais qu'il y a des photos de profil où ils sont tous les deux ensemble et ils ont des petits commentaires un peu perturbants. Par exemple, j'ai vu un commentaire sur une photo où ils étaient tous les deux ensemble où l'un de leurs amis disait en rigolant « Ah, les deux hommes les plus recherchés d'Amérique ». Aussi, sur une autre photo, quelqu'un avait pas liké, mais vous voyez, quand on va sur Facebook, on peut mettre un petit smiley qui rigole à la place du petit pouce. Quelqu'un avait mis ça et je crois que c'est Cody qui avait dit pourquoi tu rigoles, on n'a rien à se reprocher ou quelque chose comme ça. Je vous fais pas les captures d'écran parce que je sais pas si j'ai vraiment le droit de mettre ça ici, mais en tout cas, je vous le dis parce que quand même ça reste perturbant. Une autre hypothèse serait que Courtney ait été tuée à cause d'un règlement de compte pour de la drogue, mais ses amis ont tous déclaré qu'elle fumait un peu de marijuana de temps en temps, mais qu'elle n'était absolument pas impliquée dans des deals de drogue à grande ampleur. D'ailleurs, le trafiquant de drogue avec qui elle s'est un peu disputée au bar a été interrogé et il expliquera que juste après que Courtney a été mise dehors du bar, il a décidé de rentrer avec sa petite amie et ils sont allés chez ses parents et d'ailleurs les parents ont confirmé. Il y a une autre théorie qui dit que peut-être ce dealer local aurait payé quelqu'un pour aller s'en prendre à Courtney plus tard dans la nuit parce qu'il serait très énervé. Mais bon, ça n'a pas été très officiel comme théorie. En fait, on dirait que dans cette histoire, au début, si on regarde ça en gros, il y a plein de suspects. Plein de personnes sont bizarres, surtout Courtney s'est disputée avec plein de gens cette nuit-là. Mais dès qu'on enquête un petit peu sur eux, chaque suspect devient de plus en plus innocent. Donc ça, évidemment, ça va pas du tout aider la police et encore quelques mois plus tard, l'enquête va totalement s'arrêter. Néanmoins, en mars 2014, Scott, le père de Courtney, a reçu un appel téléphonique d'une femme nommée Amanda Ballister. Cette femme va au téléphone lui expliquer qu'elle a entendu deux hommes parler de la mort de Courtney. Ces deux hommes auraient parlé du fait qu'en fait, le soir de la disparition de Courtney, deux connaissances à elle se seraient rendues dans son appartement par effraction pour voler de la marijuana et de l'argent et qui seraient tombés face à Courtney et l'auraient assassinée. Les deux assassins auraient ensuite roulé le corps de Courtney dans un tapis et l'auraient jeté dans le Memorial Lake, un lac qui se situe à une vingtaine de kilomètres de là. Après cet appel, Scott, le père, avait évidemment prévenu la police et le lac avait été fouillé mais malheureusement rien n'a été retrouvé. Donc ce que disait la femme était faux, donc là on a deux hypothèses, soit elle essayait de se rendre intéressante, soit elle a bel et bien entendu ça mais elle n'a pas tout entendu et donc elle n'avait pas le récit au complet, ce qui ne permettait pas de faire beaucoup d'avancement dans l'enquête. En tout cas, suite à ça, l'enquête n'a pas vraiment progressé et à l'automne 2015, la famille a fini par embaucher un enquêteur privé qui a d'ailleurs énormément travaillé avec la police. De plus, la famille a réussi à obtenir énormément de dons, ce qui a permis d'augmenter la récompense pour retrouver Courtney à une valeur de 50 000 $. Aujourd'hui, on n'a pas plus d'informations sur l'affaire, mais peut-être que l'enquêteur privé pourra faire progresser l'affaire. C'est d'ailleurs évidemment ce qu'on souhaite à la famille, mais sinon, si vous voulez soutenir ses proches, il y a une page Facebook appelée Courtney Stuffer Remember Me, que vous pouvez suivre pour donner de la force à la famille, mais aussi pour suivre cette affaire de plus près. En tout cas, c'est comme ça que se termine cette vidéo, cette affaire. Laissez-moi en commentaire toutes vos théories, comme d'habitude, ça m'intéresse, j'adore vous lire. Et sinon, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a intéressé. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!